Yo les gars, c'est Valoutre et bienvenue dans la petite histoire. Aujourd'hui, on va non pas s'intéresser à une marque, une anecdote, un pilote, un signe ou des traits de la moto, mais bel et bien à ce qui lie tout ça. Une moto. Un épisode pour débriefer un nom mythique de la moto. Et comment ne pas commencer par la première moto dont je me souvienne, la Kawasaki H2. Alors on va mettre les choses au clair, bien évidemment pas la diabolique Ninja H2, parce qu'en 2015 je passais déjà le permis et j'étais déjà très au fait de cette moto de furieux, dont on reparlera après, et bel et bien de son ancêtre, la H2 de 72. Alors pourquoi j'en ai le souvenir? C'est tout simplement parce que dans GTO, qui est l'un, si ce n'est mon shonen préféré, le personnage principal, Eikichi Onizuka, conduit une Kawasaki H2 dans le premier tome. Dans l'anime, j'étais persuadé que c'était une H2 aussi, donc je l'ai gardé en tête. Sauf qu'en fait, c'était pas une H2, mais la 750 RS, la toute première 750, la Z2. Je reparlerai de la série Z de chez Kawa un jour, si le format vous plaît. Déjà, pourquoi H? Alors c'est pas très clair, mais je pense que c'est pour coller au côté hyper sport, ou sport à l'époque. Sachant qu'il y avait les Z en 4 cylindres, les W en bicylindre, ou alors peut-être que H était pour 3 cylindres, et donc ça donnerait Triple H. Ouh, tu les as eu les poils, hein, ah oui. Oui, parce qu'au départ, la première Kawasaki H, elle est sobrement intitulée Kawasaki H1. Elle est de 1969 et c'était déjà un 3 cylindres 2 temps, refroidi par air de 60 chevaux. 1969, Woodstock, le premier Concorde, Willy Brandt. Et en moto, c'est la vague japonaise qui défile. En tête de proue, Honda, bien évidemment, avec la légendaire CB750 sortie un an avant, la première moto moderne dont on reparlera peut-être un jour. Et Kawa décide de contre-attaquer en proposant sa réponse à la CB, la Kawasaki H1. On l'appelait aussi la Mach 3, tellement elle était folle cette machine. Ce qui veut surtout dire, c'est qu'il y avait aussi avant une Mach 1 et une Mach 2, la S1 Mach 2 et la S2 Mach 2. Alors c'est un beau micmac entre les S et les H du constructeur vert, mais elles étaient si folles et si rapides qu'elles avaient les surnoms de Mach, qui vient du nombre de Mach, désignant, alors de façon très schématique, l'unité de vitesse du son. Bon, on va pas épiloguer là-dessus, mais si elle est vraiment un Mach 3, la H1, elle irait à 3700 km/h, donc ça tiendrait plutôt d'une vitesse supersonique. On s'éloigne du sujet, je crois, donc on va retourner un petit peu là-bas. Développer 60 chevaux à 7500 tours-minute sur un moteur de 500 cm3, c'était... Et là, cette moto, elle sortait 120 chevaux au litre. Donc la consommation, elle était folle aussi. On approchait les 13 à 17 litres au 100, avec un réservoir de 15 litres, et 3 litres de réserve. Donc ça fait un plein entre 120 et 150 bornes. Ouais, c'est pas ouf. C'était une moto très rapide pour l'époque. Elle dépassait les 190 km/h de vitesse de pointe, malgré une partie cycle qui laissait à désirer. C'est simple, sa puissance et sa conception, notamment au niveau des suspensions, des freins ou de la direction, étaient tellement opposées qu'elle a engendré une série de motos qui comprendra notamment la 500 RDL chez Yamaha, la première GSX-R 750 de chez Suzuki, ou les GPZ et toutes les 3 cylindres 2 temps de chez Kawa, les motos faiseuses de veuves, celles qui vous font faire pipi culotte à chaque fois que vous passez la seconde. Vous me direz, c'est pas sportif comparé aux chiffres d'aujourd'hui, mais à l'époque, croyez-moi, ça faisait pas rigoler. La H1, c'est 6 exemplaires au bol d'or dès 69, des motos qui étaient si performantes qu'elles s'affichent devant même les Honda, ultra dominatrices en course, et elles se paient même le luxe de gagner dans leur catégorie, emmenées par Jean-Claude Génard et Marcel Morel. En 70, la version course, la H1R, aura aussi fait un grand succès sans jamais avoir gagné un seul titre mondial. Elle aura juste bouffé toutes les autres motos de l'époque en étant juste plus moderne. Tiens d'ailleurs, on a déjà parlé de cette couleur verte, non? Ouais, non, laissez tomber. Bon, la H1 elle aura fait en 6 ans presque 120 000 ventes. C'est un beau chiffre, mais c'est rien comparé aux 550 000 ventes de la CB750 Four. Et ouais, puis 2 ans plus tard arrive la Mach 4, le plus gros 3 cylindres 2 temps de chez Kawasaki, la 750 H2. Une ligne intemporelle, un classique parmi les classiques, une puissance de furieux. Kawa reprend la recette du 500 H1 et le mystifie de façon petits oignons pour proposer 74 chevaux à 6800 tours-minute, avec une partie cycle qui est bien meilleure que sa grande sœur, un amortisseur de direction de série et un frein à disque à l'avant. À l'époque, la moto était comparée au MotoGP 500, avec une accélération incroyable et une énorme vitesse de pointe. C'est simple, elle parcourait les 400 mètres départ arrêté en 12 secondes, et elle dépassait les 200 km/h. 200 km/h sur une moto de série. En 72. C'est incroyable. D'ailleurs, petite anecdote, la puissance était tellement folle que la moto partait en wheeling toute seule, sur quasiment tous les rapports. C'est certainement aussi dû à la petitesse du bras oscillant. La moto a certes été pilotée dans mon souvenir par Eikichi Onizuka dans GTO, mais elle a été également pilotée par Jean Roule Ducable dans la BD du Joe Bartim. Et ça c'est cool. Aux États-Unis, cette motobilette avait le petit surnom de la moto la plus rapide du monde.
entre deux stations-service. Bah ouais, avec un plein épongé en moins de 150 bornes, c'était vraiment pas la joie. Hein. Ce qui est rigolo sur la H2 et la H1, c'est que ce sont des motos qui avaient le point mort tout en bas. Alors pour les non-motards, en général, le point mort, le neutre, se situe entre la première et la deuxième vitesse. Ce qui te donne tout en bas le 1, puis le neutre, puis le 2, puis le 3. Ici, on commence directement au neutre, puis la 1, puis la 2, puis la 3, ce qui pouvait engendrer des problèmes de roue libre quand on rétrograde en première. Ouais, bon, je sais, c'est pas ouf comme anecdote, mais voilà. Hein. Ah et oui, et sur ce genre de machine, il n'y avait pas de frein moteur. Vous comprenez pourquoi on l'appelait la faiseuse de veuve? Mais pourquoi cette moto si folle n'aurait été vendue qu'entre 71 et 75 qu'à 47 000 exemplaires? Eh bien, c'est pour deux raisons qui semblent pas si évidentes, mais qui tombent sous le sens quand y pense. La crise de 73 et la H2B. Ça va te parler si tu es en terminale ou si tu te souviens de tes cours de terminale en histoire géo. 1973, c'est la date du premier choc pétrolier, suite à l'embargo arabe lié à la guerre du Kippour. Le pic de production pétrolier a été dépassé en 1971, une guerre éclate, le dollar dévalue, le prix du pétrole augmente, et en 79, rebelote, deuxième choc pétrolier, bref, on va pas refaire l'histoire. Hein. Comme la H1, la consommation d'essence était catastrophique, 17 litres de réservoir et un plein épongée en moins de 150 bornes. Elle a aussi roulé en version racing avec la H2R, mais sa conso elle était tellement mauvaise que même les pilotes et les écuries devaient avoir un réservoir surdimensionné pour pouvoir courir une manche du championnat. Donc c'est plus lourd, donc c'est moins performant. Sauf en fin de course évidemment où t'as moins de carburant. T'imagines donc bien qu'en 73, avec le prix du pétrole qui augmente et donc celui de l'essence, et ben pour nourrir mamie tous les 3 jours, il fallait commencer à vendre ta baraque et à faire bosser tes gosses. Et en 74, et ben sort la H2B. Et là, c'est clairement pas la joie. Le bras oscillant a été rallongé pour limiter les wheelings, la puissance a baissé de 3 chevaux, et la moto continuait de polluer et de consommer de façon désastreuse. D'ailleurs, il existait une suite, le modèle H2C, mais qui n'a jamais été importé en France. Donc malheureusement, ce genre de moto est mort dans l'œuf. On allait chercher à réduire la consommation d'essence des motos, ce qui fait que dans l'esprit de beaucoup d'anciens motards, plus jamais on ne pourra retrouver les sensations de la H2 Mach 4. Tellement cette moto avait une âme et une puissance de vrai sportif de l'époque. Enfin ça, c'était jusqu'en 2014. La Ninja H2. Présentée officiellement en 2015 après plus d'1 an de teasing. Il faudrait une vidéo bien plus complète pour expliquer entièrement ce monstre dopé à la performance. Une ligne démoniaque, un moteur de 190, puis 200, puis 228 chevaux en 2019. Avec un poids de 240 kg. Une vitesse de pointe de 337 km/h pour sa version classique. Et plus de 357 km/h d'origine en vitesse de pointe, montant jusqu'à 400 km/h sur la H2R. La Kawasaki Ninja 2, c'est la version bridée de la Ninja H2R. Purement et simplement. C'est le même moteur, sauf qu'il développe 326 chevaux de malade et qu'il n'est pas homologué sur route. Bon alors selon ceux qui testent cette machine de rêve, on en ressort changé, différent, grandi. Rien que de voir la H2, on imagine déjà perdre ses 12 points en une seule sortie. Carénage carbone, aileron aérodynamique partout, les ingénieurs de chez Kawasaki ont bossé avec des mecs de l'aéronautique et de l'aérospatiale pour concevoir cette machine. C'est pas pour rien que c'est une fusée cette moto, putain le raccourci il était nul, c'est nul. Étrier radio 4 pistons de chez Brembo, disque de 330 mm, un niveau de freinage jamais atteint sur une moto. Une construction avec des tubes en acier pour éviter de voir les cadres alu fondre à cause de la chaleur du moteur. Et surtout, ce son. Ce sifflement. En 2015, c'est la seule moto du marché avec un compresseur volumétrique qui nourrit le moteur en air de façon boulimique, ce qui permet d'améliorer la puissance à haut régime. À chaque accélération, une partie de votre âme reste sur la ligne de départ. La Ninja H2, c'est elle la patronne. N'espérez d'ailleurs pas un confort de ouf sur cette machine. Il est complètement absent. Ah et c'est rigolo, mais ils ont gardé un truc de l'ancienne génération de la H2. C'est la consommation d'essence. 160 bornes avant d'arriver en réserve. Bah ouais, on change pas une équipe qui gagne. C'est très certainement l'hyper sportive moderne la plus dingue que vous verrez de votre vie, qui, comme l'explique son slogan, dépasse l'imagination. Avec un nombre d'exemplaires très limité et un prix avoisinant les 30 000 €, il est rare d'en croiser une sur la route aujourd'hui, et c'est tant mieux. Ça rajoute de l'exclusif à l'exclusivité, pour permettre de rêver encore plus fou. Au final, H1, H2, Ninja H2, ça part d'un même constat final. Ces motos ont été dans leur temps les vitrines du savoir-faire de Kawasaki en termes de motos sportives, conçues par toutes les branches de la firme Kawasaki. Que ce soit en 69, 72 ou 2015, Kawasaki a su créer des motos légendaires et hors normes, dépassant le cadre du réel pour faire rêver les consommateurs de motos incroyables, attirant tous les regards, et même si je suis pas un grand fan de la marque verte, une chose est sûre, je me retournerai toujours pour voir une H2. Qu'elle soit celle d'Onizuka
ou celle dépassant les 330 km/h. Bon bah voilà, c'est déjà la fin de cette petite histoire sur la série H de Kawasaki et j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à commenter et à partager la vidéo, c'est toujours aussi important pour le référencement et pour permettre de faire connaître la chaîne partout sur les internets. Et toi, que penses-tu de cette machine, la H2 ? Plutôt ancienne ou nouvelle génération? Dis-le-moi dans les commentaires! Et puis bon, pour finir, je dirais, gardez toujours votre âme d'enfant. Au mieux, ça vous remémore de bons souvenirs, et au pire, ça vous permet de faire une vidéo sur YouTube. Allez, salut!